Heureux de vous retrouver pour cette édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Concernant le 40e anniversaire de l'indépendance, une soirée riche en couleurs a eu lieu au complexe Fahad de Balbala. Et l'UNESCO inscrit Hébran au patrimoine mondial. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Après avoir très bien organisé et bien réussi la soirée du 27 juin au Stade Goulet en présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, la caravane de l'indépendance a repris son droit hier en faisant cap vers Balbala, plus précisément dans l'enceinte du complexe sportif Roi Fahad. C'est l'image du soir, tous les groupes musicaux djiboutiens, résidents et diaspora rassemblés pour l'occasion chanter et danser devant une foule en liesse et débordante d'énergie. Avec ces moments de fête et de partage, la caravane cherche à éveiller la conscience morale et citoyenne de chaque Djiboutien. Cette caravane, conduite par le comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, s'organise en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et la mairie de Djibouti. Dans chaque lieu de son passage, une soirée musicale et sensibilisatrice retraçant l'histoire du pays. Cette sortie de la caravane a vu le jour en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, du commissaire au plan, Amari Ali Saïd, des parlementaires, du conseiller à la présidence chargé de la question de la jeunesse, Ali Mohamed Dato, ainsi que plusieurs membres du secrétariat d'État et de la mairie du comité national d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance. La prochaine étape est prévue donc dans les prochains jours au Palais du Peuple. Festivités également, mais cette fois-ci en Inde, où le 40e anniversaire de l'indépendance a été célébré également en grande pompe et haut en couleur à la chancellerie de Djibouti en Inde. Plusieurs invités de marque ont participé donc à cette soirée, ainsi que les résidents djiboutiens, résidents en Inde bien sûr, ont pris part à cette soirée. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, plusieurs invités de marques et hautes personnalités indiennes et étrangères résidant en Inde ont pris part à cette soirée. بس Excellency Mr. Minister, dear Head of Mission Delhi and distinguished guests, good evening and welcome. Namaste.
Et comme vous avez pu le voir, bien sûr, les festivités de l'anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti sont toujours un moment de fête et de partage. Après l'Inde, direction la Suisse, où l'ambassadrice représentante permanente de Djibouti auprès des Nations Unies et de la Suisse, l'ambassadrice Khadra Ahmed Hassan, a organisé une réception au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette réception s'est déroulée donc avec la participation des ambassadeurs, des diplomates, des hauts responsables des organisations internationales installées à Genève, mais aussi de la diaspora djiboutienne. Et dans son mot prononcé à l'adresse de ses convives, Mme Khadra Ahmed Hassan a tenu à rappeler en guise d'introduction qu'à l'accession de Djibouti à l'indépendance, peu de gens avaient parié sur la pérennité de notre pays et que la volonté des Djiboutiens a été déterminante pour notre existence en tant que nation, et cela grâce à la clairvoyance de nos leaders politiques. Elle a en outre mis en exergue les efforts inlassables et les nombreux investissements en faveur du développement économique de Djibouti initiés par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au cours de ces dernières années, ainsi que les potentialités avérées de notre pays en matière d'attractivité, d'intégration régionale et son ambition de devenir un hub logistique régional. Par ailleurs, l'ambassadrice de Djibouti en Suisse a souligné le rôle constructif et responsable de notre diplomatie multilatérale qui assume fièrement sa part de responsabilité collective face aux menaces multiples telles que le terrorisme et l'extrémisme violent, la piraterie, le changement climatique, les crises humanitaires. Enfin, c'est au rythme des chansons djiboutiennes, la projection de l'histoire ancienne et actuelle de Djibouti, ainsi que de la culture et la diversité de ces communautés que s'est déroulée cette soirée qui était haute en couleurs. Et sport à présent, la Fédération djiboutienne de natation a célébré la journée mondiale de natation sur le site public de la plage du Héron. À cette occasion, vendredi étant jour de repos, la plage était particulièrement noire de monde dès les premières heures de la journée, et profitant donc de ce moment privilégié où se retrouvent grands et petits en famille à la plage pour se rafraîchir à l'air marin, que la Fédération djiboutienne de natation est allée au devant de ce public pour célébrer cette journée en offrant des cours de natation gratuit aux enfants et aux jeunes. Cette journée avait pour objectif de sensibiliser et de vulgariser la natation auprès d'un large public. En effet, avant d'être un sport, la natation est une question de sécurité publique et en ce sens, la FDN se bat pour que cette discipline soit connue et pratiquée par tous. La natation n'est pas pour nous juste un sport, c'est également un savoir qu'on doit transmettre à tout le monde, au public djiboutien, les jeunes et les enfants puissent demain se sauver. Pour nous, c'est un objectif public. Nous lançons les débats de l'introduction de la natation dans le programme scolaire, déjà, mais déjà pour nous, au-delà du sport, la natation nous disons que la natation doit être apprise par tout Djiboutien, où qu'il soit. C'est l'essence du programme appelé Natation pour tous, natation pour la vie. C'est un programme pendant tout l'été, du mois de juillet et du mois de août. La fédération mettra ses techniciens à la disposition du public, le public à venir chaque vendredi, à venir s'inscrire déjà et à participer à ces cours, à profiter de ces cours-là. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale à Djibouti-Ville, la visibilité a été très mauvaise entre hier soir et aujourd'hui. Les êtres sensibles à la chaleur commencent à s'en aller et le Khamsin commence à envoyer des vents accablants. La période du Khamsin semble avoir débuté à Djibouti, donc des vents violents et des sables couvrent l'ensemble des artères de la ville de Djibouti. Les chauffeurs ou les conducteurs de véhicules et les piétons, la visibilité commence à être mauvaise pour tous. À cet effet, il est important pour la population
population de veiller au risque éventuel des catastrophes liées à ce genre de phénomène, risque d'incendie relativement très élevé et des accidents routiers. À noter également pour les foyers utilisant les cuisinières à pétrole que le risque d'incendie couru lors de son utilisation est très considérablement élevé et ce Khamsin souffle fort qui soulève des poussières et génère donc des tempêtes de sable qui réduisent également la visibilité à moins d'1 kilomètre. Il est donc indéniable d'encourir des risques d'accidents de route. Donc vigilance pour tous. Il est ainsi recommandé de prendre des mesures de précaution pour éviter ce genre d'accidents, notamment de circulation. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'UNESCO inscrit Hébron au patrimoine mondial. Hier, vendredi, l'organisation internationale a déclenché une tempête diplomatique entre Israéliens et Palestiniens en qualifiant d'islamique la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie occupée et en la déclarant zone protégée du patrimoine mondial. L'UNESCO a déclaré donc hier la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie occupée zone protégée. L'UNESCO juge le site érigé durant la période Mamlouk entre 1250 et 1517 d'une valeur universelle exceptionnelle en danger. Elle a inscrit sur 2 listes, celle du patrimoine mondial et celle du patrimoine en péril, à l'issue d'un scrutin impliquant les 21 membres du comité réunis à Cracovie en Pologne. 6 se sont abstenus et 3 ont voté contre, mais 12 pour. Or, vu l'abstention, la majorité requise était de 10 voix. Hébron abrite une population de 200 000 Palestiniens et quelques centaines de colons israéliens. Ceux-ci vivent dans une enclave protégée par des soldats près du groupe d'édifices anciens du 1er siècle de notre ère que les juifs appellent tombeau des patriarches et les musulmans mosquée d'Ibrahim. L'endroit abriterait donc la dépouille d'Abraham, père des 3 religions monothéistes, celle de son fils Ishaq et de son petit-fils Yacoub et de leurs épouses Sarah, Rebecca et Léa. Très tôt, il a été un lieu de pèlerinage pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il se trouvait situé en croisement des routes caravanières partant du sud de la Palestine, du Sinaï, de l'Est et de la Jordanie et du nord de la péninsule arabique. Hier, vendredi, le comité a également inscrit sur la liste du patrimoine mondial le complexe W. Arli Pandjari au Bénin et Burkina Faso, qui est une extension du parc national de W au Niger. Éléphants, lamentins, guépards, lions et léopards vivent encore à l'état naturel dans cette vaste étendue de savane. À Cracovie, en Pologne, le processus d'élection des sites jugés de haute valeur se poursuit jusqu'au 9 juillet inclus. Et enfin, première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était sûrement l'image la plus attendue du G20. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont assis côte à côte pour la première fois depuis l'élection du président américain ce vendredi à Hambourg, en Allemagne. Leur rencontre a débuté par un échange d'amabilité face aux caméras. Nous souhaitons que des choses très positives arrivent pour la Russie, pour les États-Unis et pour tous ceux qui sont concernés. C'est un honneur d'être avec vous, a lancé Donald Trump. Les conversations téléphoniques ne sont jamais suffisantes. Donc si nous voulons aboutir à des résultats positifs sur le plan bilatéral et être capables de résoudre les problèmes internationaux les plus profonds, nous devons pouvoir nous parler en face, a répliqué Vladimir Poutine. Les 2 chefs d'État avaient déjà échangé 4 fois au téléphone, mais n'avaient jamais été en tête-à-tête. Les présidents se sont par la suite entretenus en privé pendant plus de 2 heures. La teneur des échanges, qui devraient avoir trait à la crise ukrainienne, au terrorisme et au conflit syrien, n'ont pas été rendus publics. Et pendant sa campagne et depuis son élection, Donald Trump n'a cessé de promettre qu'il ferait tout pour réchauffer les relations entre Washington et Moscou, qui se sont largement détériorées pendant les mandats de son prédécesseur. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le focus de l'après-midi. Groupe Al-Gamil est fier de vous annoncer l'ouverture du premier hypermarché de Djibouti. D'une superficie de 6000 m², vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Produits frais, charcuterie et viande, cosmétiques et beauté, produits d'entretien, mais aussi des rayons meubles et décorations, vêtements et bien plus encore.
Notre personnel est là pour vous aider et vous faciliter vos courses à tout moment. Là, il y a une grande diversité, on retrouve les produits de France. Une nouveauté à Djibouti, un besoin très important parce que la concurrence est une chose extraordinaire. On donne le choix à la clientèle en général. L'hypermarché El Gamil vous accueille du samedi au jeudi de 7h30 à 21h et le vendredi de 8h30 à 21h. Hypermarché El Gamil, qualité et fraîcheur à prix réduit. Coca-Cola. Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Donc, Ahmed. nous allons revenir bien sûr sur cette rencontre lors du sommet de G20 entre les deux dirigeants des deux plus grandes puissances économiques mondiales. Il s'agit bien sûr des États-Unis et la Russie. Que peut-on dire à ce sujet? Effectivement, donc alchimie positive et échange vigoureux, voilà pour la conclusion officielle. Mais si la première rencontre avec Vladimir Poutine et Donald Trump hier à Hambourg, en marge du sommet du G20, a été scrutée, c'est qu'elle charriait deux enjeux principaux. Les pilotes aux commandes de deux géants mondiaux ont évoqué les dossiers géopolitiques les plus sensibles du moment, de la situation syrienne aux derniers essais balistiques de la Corée du Nord, en passant par le rattachement de la Crimée à la Russie. En outre, l'attitude ambivalente de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, soupçonné d'avoir cherché à peser sur l'élection présidentielle américaine au profit de l'actuel chef d'État américain, tandis que l'équipe de la campagne du milliardaire new-yorkais est accusée d'avoir entretenu Ahmad des connexions avec les Kremlin et des dirigeants russes, fournissait un sous-texte particulier à cette entrevue. Un sujet longuement évoqué par les deux hommes, selon donc les mots du chef de la diplomatie US, Rex Tillerson, et visiblement Donald Trump ne sait pas sur quel pied danser sur ces deux fils rouges. Il y a tout d'abord relevé donc les variations du président américain au plan international vis-à-vis de son homologue russe, avec lequel il a pourtant donc annoncé sa volonté de fonder des relations de bonne intelligence. Fin de citation. Bref, une rencontre internationale marquée par la politique américaine lors du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi avec la suite de nos programmes.